Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire Europe qui va être consacré du coup aux actions Marie Sklodowska-Curie. Donc, c'est un webinaire qu'on va enregistrer notamment pour permettre aux adhérents qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui d'avoir un petit peu des extractions, des informations essentielles qui seront données dans le cadre de ce webinaire. Alors, au programme aujourd'hui, après cette courte introduction, du coup, je laisserai la main à Chloé Richard, qui est point de contact national Horizon Europe, justement les actions Marie Sklodowska-Curie, qui vous détaillera un petit peu l'ensemble du programme, les outils, comment ça fonctionne. Et on aura la chance d'avoir un témoignage d'une entreprise qui connaît bien le programme et qui pourra vous donner quelques conseils et partager son expérience de ces actions-là. On aura ensuite un temps d'échange où là, l'idée, ce sera que vous puissiez poser librement vos questions. Donc, pendant toute la session, vous avez le chat qui vous est ouvert, mais l'idée, c'est qu'on puisse ensuite déverrouiller les micros et passer à une phase un petit peu plus de dialogue. Et on clôturera le webinaire avec Oriane qui vous présentera un petit peu comment France Water Team peut vous aider dans ces approches-là. Donc Chloé, je vais vous laisser la main sur la suite de la présentation pour nous présenter justement qu'est-ce qui se cache derrière ces actions. Donc vous avez la possibilité normalement de prendre la main sur la présentation pour passer vous-même vos slides. Merci beaucoup Mylène. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Chloé Richard, je suis membre du point de contact national Horizon Europe pour les actions Marie Sklodowska-Curie. Donc, nous sommes une équipe de 4 personnes avec une coordinatrice, donc Eugénia Chadlova, qui est basée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et 3 membres rattachés à différents organismes. Et on dédie chacune 40% de notre temps à ce point de contact national. Donc, je vais prendre le contrôle. Ça y est, je crois que c'est bon. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les actions Marie Sklodowska-Curie dans Horizon Europe. Alors, les actions... Ah mince, excusez-moi. Ok, ça a fonctionné, pardon. Donc, les actions Marie Sklodowska-Curie, c'est un programme de financement européen qui a été créé en 1996 et jusqu'à aujourd'hui, 145 000 chercheurs ont été soutenus par ce programme. Donc, l'idée derrière ce programme, c'est que l'Union européenne a besoin de ressources humaines créatives ayant des compétences donc, qui correspondent aux besoins du marché du travail et donc un capital humain capable d'innover, de convertir les idées en produits et services, tout cela au bénéfice de l'économie et de la société. Il est également important que les ressources humaines de l'Union européenne soient capables de détecter et de relever les défis à venir. On l'a vu notamment avec la crise de la COVID-19. Et l'idée, c'est également que ce capital humain soit capable d'informer les décideurs et le public au sens large. Donc, c'est dans ce contexte que l'Union européenne doit renforcer ses efforts pour encourager les jeunes à embrasser une carrière scientifique, attirer les talents du monde entier et également retenir ses chercheurs et réintégrer ceux qui travaillent hors de l'Union européenne. Et donc, les actions Marie Sklodowska-Curie constituent l'instrument principal donc, au niveau européen pour atteindre ces objectifs. Alors, les actions Marie Sklodowska-Curie en quelques chiffres. Donc là, ce sont les chiffres du programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation Horizon 2020, donc qui a couvert les années 2014 jusqu'à 2020. Donc sur ces 7 années, plus de 65 000 chercheurs ont été impliqués dans les actions Marie Sklodowska-Curie, dont 25 000 doctorants. Il y a eu plus de 8 900 publications conjointes publiques-privées. 6,2 milliards d'euros ont été dédiés à ces actions Marie Sklodowska-Curie. Plus de 4 500 organisations du secteur privé ont été soutenues, dont plus de 2 000 petites et moyennes entreprises. On a eu plus de 800 dépôts de brevets et donc la création de formations de qualité en compétences transférables.
Alors, dans le programme Horizon Europe, qui est le nouveau programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, donc qui couvre les 7 prochaines années, donc de 2021 à 2027. C'est le programme de financement de la recherche et de l'innovation le plus ambitieux jamais entrepris, puisqu'il dispose d'un budget de 95,5 milliards d'euros pour les 7 prochaines années, dont 6,6 milliards dédiés aux actions Marie Sklodowska-Curie. Donc, comme le programme cadre précédent, le programme Horizon Europe est structuré en piliers. Donc, on retrouve 3 piliers. Et les actions Marie Sklodowska-Curie constituent un programme qui a intégré au premier pilier, donc intitulé Excellence scientifique, aux côtés de l'ERC et du programme Infrastructure de recherche. Alors, les caractéristiques de ces actions Marie Sklodowska-Curie, donc il s'agit d'un programme qui est ouvert à tous les domaines de la recherche, donc qui est dit bottom-up ou blanc. Donc, ce sont les chercheurs qui vont proposer la thématique qui les intéresse dans le cadre de ces actions Marie Sklodowska-Curie. Donc, ces actions visent à soutenir la mobilité et la formation et le développement des compétences et de la carrière des chercheurs. En termes de mobilité, ces actions soutiennent la mobilité internationale, intersectorielle et interdisciplinaire. L'idée, c'est de faire la promotion de conditions de travail et de recrutement attractives au sein de l'espace européen de la recherche, mais également, on va chercher un impact structurant sur les structures impliquées dans les projets via ces programmes d'excellence. Et il y a un accent qui a été mis sur la collaboration entre les acteurs du secteur académique et ceux du secteur non académique, notamment les industries et les petites et moyennes entreprises. Concernant les nouveautés dans ce programme Horizon Europe pour les actions Marie Sklodowska-Curie, on retrouve la charte verte pour les actions Marie Sklodowska-Curie, qui vise donc à mettre en place dans le cadre de ces projets, enfin qui incite à mettre en place dans le cadre de ces projets des mesures en faveur de l'environnement, comme imprimer moins, favoriser les réunions virtuelles. Il y a un accent qui a été mis sur la promotion des conditions de travail et de recrutement attractives, avec de nouveaux forfaits, notamment en cas de congé maladie, pour les chercheurs porteurs de handicap, ou encore on favorise l'obtention d'un forfait lorsqu'on se marie ou qu'on a une famille à charge en cours de projet. Il y a également des nouveaux dispositifs qui ont été mis en place pour favoriser la collaboration entre les acteurs du secteur académique et ceux du secteur non académique. On va voir en détail dans chaque action quelles sont les opportunités pour les acteurs du secteur non académique dans le cadre de ces actions Marie Sklodowska-Curie. Alors, concernant la participation des entreprises dans le cadre de ces actions, très rapidement, donc quelques éléments sur le contexte politique. Donc, l'espace européen de la recherche, il a été lancé en 2000 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour donc remédier à la fragmentation du système de recherche et d'innovation de l'Union européenne, puisque à l'époque, c'était une juxtaposition de systèmes nationaux de recherche et innovation. Et donc, l'idée, c'est de construire un espace scientifique et technologique commun à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, de créer un marché unique pour la recherche et l'innovation en favorisant la liberté de circulation des chercheurs, des connaissances et de l'innovation. Tout cela également dans l'objectif d'améliorer la compétitivité de l'industrie européenne. En septembre 2020, la Commission européenne a publié une communication intitulée Un nouvel espace européen de la recherche pour la recherche et l'innovation, visant à intensifier la mise en œuvre des priorités et initiatives existantes, mais aussi à inclure de nouvelles priorités pour faire face donc, aux nouveaux défis à relever, notamment donc, la double transition numérique et climatique et la reprise après la crise de la Covid. Et donc en juillet 2021, il y a eu un nouveau pacte pour la recherche et l'innovation qui définit des principes communs pour la recherche et l'innovation au niveau européen.
Et enfin, en mars 2021, la Commission européenne a adopté le premier plan stratégique pour Horizon Europe pour 2021-2024. Donc ce plan stratégique, c'est une nouveauté qu'on ne retrouvait pas dans les programmes cadres de financement de la recherche et innovation européens précédents. Et l'idée, en fait, c'est de venir fixer des orientations stratégiques pour cibler les investissements au cours des 4 premières années du programme. Donc, l'idée, c'est de garantir que les actions de recherche et innovation au sein de l'Union européenne contribuent aux priorités de l'Union européenne et notamment contribuent à la mise en œuvre d'une Europe neutre pour le climat et adaptée à l'ère du numérique. Et parmi ces priorités, donc dans le cadre de ces documents, de ces stratégies, on retrouve dans les trois, en fait, l'idée qu'il est nécessaire de favoriser un renforcement de la coopération entre les universités, les communautés scientifiques et l'industrie, en incluant donc les petites et moyennes entreprises et les citoyens. Alors, c'est important de bien comprendre la distinction qui est faite concernant les actions Marie Sklodowska-Curie entre les acteurs du secteur académique et les acteurs du secteur non académique. Donc, plutôt qu'une distinction publique-privée, on va parler de cette distinction secteur académique, non académique. Donc, le secteur académique, il inclut les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, les organismes de recherche, non-profit, donc publics ou privés, et les organisations de recherche internationales ou européennes. Et tout ce qui n'est pas inclus dans le secteur académique est inclus, du coup, dans le secteur non académique. Donc, dans ce secteur non académique, on va retrouver tout acteur socio-économique non inclus dans le secteur académique, y compris donc les industries, les entreprises et les PME, mais également on peut retrouver les collectivités territoriales, les musées, tous les acteurs non académiques. Alors, concernant l'impact de la participation des entreprises aux actions Marie Sklodowska-Curie, donc la Commission européenne a fait une petite étude. Et donc, pour le chercheur, cette participation est très importante au niveau du développement de ses compétences transférables, mais également concernant son employabilité. Ça lui permet d'ouvrir les champs des possibles quant à la suite de sa carrière. Ça permet le développement d'opportunités de recrutement dans le secteur non académique, d'augmenter l'impact de la recherche et de développer l'esprit d'entreprendre. Et pour l'entreprise, c'est également intéressant puisque l'entreprise peut bénéficier de financements pour recruter ou accueillir des chercheurs internationaux. Elle peut également accéder à des infrastructures et technologies de pointe en collaborant avec des acteurs du secteur académique, construire des réseaux actifs et consolidés, produire des innovations commercialisables et contribuer au programme de formation des chercheurs de demain, avec notamment la possibilité d'innover en matière de formation afin que les chercheurs de demain aient les compétences qui correspondent aux besoins du marché du travail. Concernant les objectifs du programme Action Marie Sklodowska-Curie, donc l'objectif principal, c'est de favoriser la carrière des chercheurs à travers l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences, en encourageant donc la mobilité des chercheurs entre les pays, entre les secteurs, donc académiques, non académiques, et entre les disciplines, et via également donc des programmes de formation. Les actions Marie Sklodowska-Curie visent également à faciliter les synergies, donc les liens avec les fonds de la politique de cohésion, donc les fonds européens structurels d'investissement, mais également en favorisant les synergies avec le Recovery and Resilience Facility, qui est donc la facilité pour la reprise et la résilience dans le cadre de la reprise et des investissements entrepris par l'Union européenne suite à la crise sanitaire. Et dernier objectif du programme, donc rapprocher la recherche du grand public. Alors pour ce faire, il y a 5 actions différentes dans le cadre donc, de ce programme Action Marie Sklodowska-Curie dans Horizon Europe. Donc on va avoir les réseaux de formation doctorale, les Doctoral Networks, les bourses individuelles pour les chercheurs postdoctoraux, les Postdoctoral Fellowships, le programme d'échange de personnel de recherche, donc les Staff Exchanges,
Le co-fund, donc qui vise à cofinancer des programmes de formation existants ou nouveaux. Et la dernière action, donc MSc and Citizens, qui vise à financer des activités de vulgarisation scientifique. On va voir en détail donc chacune de ces 5 actions et quelles sont les opportunités pour les entreprises et les PME dans le cadre de chacune de ces actions. Ce qui est important de noter, c'est que pour toutes ces actions, le financement se fait sous forme de forfait. Donc en termes de justification financière, ce processus, il est facilité puisque avec chaque mois de mise en œuvre du projet, tombent en fait des forfaits de la Commission européenne prédéfinis. Et donc, en termes de justification, s'il y a un audit, ce qu'on demande, c'est de prouver la bonne mise en œuvre du projet, donc notamment de présenter les contrats de recrutement des jeunes chercheurs ou des chercheurs qui partent en mobilité et des preuves que le projet a bien été mis en œuvre. Ça va être une justification un peu moins lourde que sur des projets qui doivent être justifiés au réel. Alors, sur les actions Marie Sklodowska-Curie dans Horizon Europe, il y a eu une simplification avec notamment une règle de mobilité unique. Donc, l'idée, c'est que les chercheurs recrutés dans le cadre de ces projets, ils ne peuvent pas avoir résidé ou exercé leur activité principale, donc leur travail, leurs études, dans le pays de leur organisme d'accueil principal. Donc, l'idée, c'est qu'on favorise la mobilité. Donc, il ne faut pas qu'ils aient résidé dans leur pays d'accueil principal, dans le pays de leur organisme d'accueil principal pendant plus de 12 mois au cours des 36 mois précédant immédiatement une date de référence. Donc, pour les doctoral networks, les réseaux de formation de doctorants, il ne faut pas qu'ils aient résidé plus de 12 mois au cours des 36 mois précédant leur date de recrutement dans le cadre du projet. Pour les bourses individuelles, les postdoctoral fellowship, donc il ne faut pas qu'ils aient résidé plus de 12 mois au cours des 36 mois précédant leur recrutement dans le cadre de ces bourses individuelles, donc dans leur organisme d'accueil. Et pour le programme de cofinancement, il ne faut pas qu'ils aient résidé plus de 12 mois au cours des 36 mois précédant immédiatement la date de clôture de l'appel à candidature dans le cadre du projet CoFund. Bon, on reviendra dessus en détail pour chaque action. Alors, première action, donc les Doctoral Networks. Donc, il s'agit d'une action multibénéficiaire pour la mise en place de programmes doctoraux. Il y a 3 modes différents. Donc, les Doctoral Networks standards ou régulars. Donc là, l'idée, c'est de former des doctorants. Donc, ils vont devoir être inscrits dans un programme doctoral hautement qualifié. Et vous pouvez bénéficier d'un financement pour au maximum 360 mois. Donc, si vous prévoyez des recrutements sur 36 mois, 10 bourses de thèse. Vous avez un deuxième mode possible, donc le Industrial Doctorate. Là, l'idée, c'est toujours de former des doctorants hautement qualifiés, mais il faut que chacun des doctorants recrutés passe au moins 50% de leur temps dans le secteur non académique et qu'une supervision conjointe, donc académique, non académique, soit prévue. Et là, il y a une mesure incitative. Donc, dans le cadre de ces Industrial Doctorates, vous pouvez aller jusqu'à 15 bourses de thèse de 36 mois, donc jusqu'à 540 mois de financement. Et troisième mode, donc le Joint Doctorate, là, toujours la même idée, donc de former des doctorants hautement qualifiés, mais il faut que ces doctorants soient inscrits dans au moins 2 programmes doctoraux en vue d'obtenir un diplôme double, multiple ou conjoint. Et donc, il faut mettre en place des processus de sélection, de supervision et de gouvernance conjoints. Et là, de la même façon que pour les Industrial Doctorate, mesure incitative qui permet d'obtenir un financement jusqu'à 540 mois. Donc 15 doctorants de 36 mois. Donc le groupe cible, ce sont les doctorants. L'idée, c'est que les personnes qu'on va recruter n'ont pas de diplôme de doctorat à la date de recrutement et il faut qu'ils soient inscrits en école doctorale dans le cadre du projet. Ces doctorants, on peut les recruter pour 3 à 36 mois. Donc, généralement, ce qui est prévu, c'est 36 mois, mais vous avez la possibilité de les recruter pour une durée inférieure.
Et qui candidate donc pour ce genre de projet? Ce sont des consortia d'universités, organismes de recherche, des entreprises, en incluant des petites et moyennes entreprises, et d'autres acteurs du secteur socio-économique, en sachant que pour être bénéficiaire, il faut recruter au moins un doctorant. Pour que le consortium soit éligible, il faut au moins 3 entités légales indépendantes qui sont établies dans 3 États membres ou dans des pays associés à Horizon Europe différents, dont au moins un État membre s'il y a des pays associés dans le consortium. Et la durée du projet, elle est de 48 mois. Donc, vous avez 48 mois en incluant la période de recrutement des doctorants qui vont intégrer le réseau. Quand vous avez jusqu'à 12 mois pour recruter les doctorants, si ces doctorants sont recrutés pour 36 mois. Alors, quelles opportunités pour les entreprises dans le cadre des Doctoral Network? Première option, vous pouvez être impliqué comme bénéficiaire dans un Doctoral Network standard, dans un Joint Doctorate ou un Industrial Doctorate. Donc là, en bleu clair, vous avez un petit focus sur les Industrial Doctorate, puisque c'est un type de Doctoral Network qui est vraiment adapté pour les entreprises. Donc l'idée, c'est que dans un Industrial Doctorate, il faut au minimum 3 bénéficiaires, dont au minimum 1 du secteur non académique. Donc c'est intéressant pour les entreprises de s'intégrer dans ce genre de consortium. Il y a une mesure incitative qui permet de bénéficier de 540 mois de financement contre 360 mois pour les Doctoral Network standards. Donc, vous pouvez aller jusqu'à vous faire financer 15 bourses de 36 mois. L'idée aussi, que ce soit dans les Doctoral Network standard, joint ou industrial, c'est que les doctorants aient une expérience en dehors du secteur académique. Donc, on va aller chercher des participations d'entreprises dans ce type de projet. Pour les Industrial Doctorate, l'intégration intersectorielle, elle est encore plus importante, puisqu'il faut que chaque doctorant passe 50% de la durée totale de son contrat dans le secteur non académique. Donc ça permet ça vous permet de bénéficier de 18 mois au minimum de présence d'un doctorant dans vos locaux. Et l'idée, c'est qu'il y ait également une supervision conjointe entre une organisation du secteur académique et une organisation du secteur non académique, avec la possibilité que cette supervision conjointe ait lieu dans le même pays. Donc, vous pouvez très bien être en binôme avec un acteur du secteur académique en France. Deuxième possibilité, vous pouvez être impliqué comme partenaire associé dans un doctoral network, donc standard, un joint doctorate ou un industrial doctorate. Là, l'idée, c'est pas de recruter un doctorant dans le cadre du projet, mais plutôt d'accueillir des doctorants qui seraient recrutés par d'autres bénéficiaires en stage, en période de stage, donc en secondment intersectoriel. Et donc, ces doctorants, s'ils ont des contrats de 36 mois, ils peuvent passer jusqu'à un tiers de la durée de leur contrat en secondment, donc jusqu'à 12 mois en stage. Évidemment, comme l'expérience intersectorielle est encouragée, s'ils sont recrutés, ces doctorants, par des bénéficiaires du secteur académique, c'est très intéressant pour eux de faire des secondments dans des entreprises. Dernier élément, pour favoriser la participation des acteurs du secteur non académique, en incluant la participation des petites et moyennes entreprises, lorsque les propositions sont classées ex aequo, il y a une priorité qui est donnée au projet qui va avoir le plus de participation d'acteurs du secteur non académique. Alors, concernant le financement, donc, comme je le disais au début de la présentation, il s'agit de forfaits. Donc, pour chaque mois mis en œuvre par le doctorant dans le cadre du projet, la Commission européenne va verser des contributions. Donc, il y a plusieurs contributions qui sont réservées exclusivement aux chercheurs, donc qui vont être versées sous forme de salaire. Donc, on a la Living Allowance qui est de 3 400 € par mois, avec un coefficient correcteur qui est appliqué, donc coefficient correcteur pour la France qui est de 116,4%. Ensuite, on a l'indemnité de mobilité, donc la Mobility Allowance de 600 € par mois.
Si le doctorant ou la doctorante a une famille ou est mariée, pacsée, elle a droit également à la Family Allowance, qui est de 660 € par mois. Il y a également des forfaits prévus en cas d'arrêt maladie ou de congé paternité, maternité. Donc il faut demander si le cas se présente, et également une indemnité pour les chercheurs qui seraient porteurs de handicap ou avec un besoin spécifique, avec là également une demande à faire si le cas se présente. Mais ces cas donc des contributions sont prévues de la Commission européenne dans ces cas-là. Et ensuite, on a également chaque mois une contribution pour les institutions, donc les entreprises, les organismes de recherche, les universités impliquées comme bénéficiaires, donc qui s'élève à donc 2 forfaits, un de 1 600 € par mois pour couvrir tous les frais de recherche, de formation et de mise en réseau, et un forfait de 1 200 € par mois pour les frais de management et les coûts indirects. Juste pour vous donner une idée, dans le cadre de l'appel à projet 2021, pour le recrutement d'un doctorant pendant 36 mois en France, un bénéficiaire avait un forfait estimé au total à 282 693,59 €, dont 100 800 € de contribution aux coûts de recherche, de formation et de mise en réseau, et pour le management et les coûts indirects. Donc ces 100 800 € sont qui correspondent au forfait institutionnel pour 36 mois. Alors maintenant, on va passer aux bourses individuelles. Donc là, l'objectif pour les post-doctoral fellowships, c'est de stimuler la carrière des chercheurs post-doctoraux en renforçant leurs compétences et leur potentiel créatif via des projets de recherche individuels, cette fois-ci, en mobilité internationale. Alors, on a 2 types de post-doctoral fellowship, la European Post-Doctoral Fellowship. Donc là, l'idée, c'est qu'un chercheur en postdoc va aller dans une institution au sein d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays associé au programme Horizon Europe pendant 12 à 24 mois, au choix du candidat. Et on a une deuxième possibilité, c'est la Global Postdoctoral Fellowship. Là, l'idée, c'est d'aller vers un pays tiers, donc non État membre de l'Union européenne et non associé à Horizon Europe, pendant une durée de 24 à 36 mois, avec, dans ces 24 à 36 mois, une phase obligatoire de retour dans un État membre ou un pays associé de 12 mois. Là, l'idée, c'est que le postdoc va aller se former dans un pays tiers, mais il faut que les compétences reviennent au sein de l'Union européenne, d'un pays associé au programme cadre. Donc le groupe cible, là cette fois, donc, ce ne sont pas les doctorants, ce sont les titulaires d'un doctorat de toute nationalité, avec une petite exception pour les Global Fellowship. Il faut que, comme ils partent vers un pays tiers, les candidats soient des nationaux ou des résidents de longue durée d'un État membre ou d'un pays associé à Horizon Europe. L'idée, c'est qu'ils aient maximum 8 ans d'expérience en recherche, avec la prise en compte dans le calcul de ces 8 ans d'expérience, des ruptures de carrière, de tout ce qui est travail hors recherche ou de la recherche hors Europe, puisque là, l'idée, c'est aussi de favoriser le retour des chercheurs qui seraient partis dans des pays tiers, avec une règle de mobilité donc, qui est de ne pas avoir passé plus de 12 mois au cours des 36 derniers mois précédant la clôture de l'appel à projet dans le pays dans lequel le chercheur veut aller faire une mobilité. Donc, qui candidate? Il s'agit d'une action monobénéficiaire. Donc là, le candidat est préidentifié, hein, c'est un chercheur éligible qui va déposer un dossier avec une entité légale qui est basée dans un État membre ou un pays associé à Horizon Europe. Donc la candidature, elle va être préparée conjointement par le chercheur et l'entreprise ou l'organisme qui sera bénéficiaire dans le cadre de ce projet. Et le bénéficiaire donc, peut très bien être un acteur du secteur non académique. Alors, quelles opportunités pour les entreprises? Une entreprise peut déposer un projet avec un jeune chercheur comme en tant que bénéficiaire. Donc là, l'idée, c'est de recruter
le chercheur et de l'accueillir dans l'entreprise, donc ce boursier, pendant 12 à 24 mois si l'entreprise est basée en France, donc puisque on sera sur une European Postdoctoral Fellowship. Sinon, deuxième option, toujours comme bénéficiaire, c'est de recruter un boursier pendant 24 à 36 mois qui va partir dans un organisme d'accueil dans un pays tiers, donc par exemple aux États-Unis. Il va partir, donc on va prévoir par exemple un projet de 36 mois avec 24 mois passés aux États-Unis et une phase retour obligatoire dans l'entreprise de minimum 12 mois. Pendant sa phase sortante, donc dans le pays tiers, le boursier il reste employé par le bénéficiaire, donc par l'entreprise. Donc en fait, si vous prévoyez un projet de 36 mois en Global Postdoctoral Fellowship, vous recrutez pendant 36 mois le boursier, vous touchez les forfaits qui vont avec, et ce boursier, il part se former 24 mois aux États-Unis ou dans un autre pays tiers, et il revient 12 mois dans l'entreprise. Deuxième option, vous pouvez participer également dans le cadre d'un projet postdoctoral fellowship qui est porté par un bénéficiaire tiers. Donc là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, comme dans les doctoral networks, accueillir un postdoctorant employé par un autre bénéficiaire en secondment intersectoriel. Donc là, l'idée, c'est que donc ces postdocs bénéficient d'une expérience intersectorielle. Donc, il est recruté, par exemple, ce postdoc par un organisme de recherche académique pendant 24 mois. Et il peut passer pendant ces 24 mois jusqu'à un tiers de la durée de sa bourse en secondment intersectoriel. Vous pouvez également, donc ça c'est une nouveauté dans Horizon Europe, accueillir un postdoctorant recruté par un bénéficiaire en non-academic placement. Donc ça, c'est une nouvelle possibilité dans le cadre des postdoctoral fellowship. C'est-à-dire qu'on peut, après la durée standard de la bourse, on peut l'étendre de 6 mois pour permettre aux postdocs d'aller passer ces 6 mois chez un acteur du secteur non académique. Là, l'idée, c'est que donc, ce postdoc il reste recruté par le bénéficiaire des fonds européens, mais on étend donc de 6 mois pour qu'il fasse ce non-academic placement en fin de bourse. Et là, ce qu'on va vous demander en tant qu'organisme d'accueil pour ce non-academic placement, c'est une lettre d'engagement au moment de la soumission. Donc ces placements, il faut les anticiper, il faut qu'ils soient prévus dans le cadre du projet soumis initialement. Et de la même façon que pour les doctoral networks, donc il y a une priorité en cas de proposition classée ex aequo qui est donnée à la proposition qui va inclure la participation d'acteurs du secteur non académique. Donc ça encourage encore une fois les collaborations entre les acteurs du secteur académique et non académique. Concernant les forfaits pour les postdoctoral fellowship, donc même fonctionnement que pour les doctoral networks. Donc là, on a une living allowance qui s'élève à 5 080 € par mois, donc qui doit être corrigé donc avec le coefficient correcteur pour la France qui est toujours de 116,4%. Ensuite, on a une mobility allowance de 600 € par mois, la family allowance de 660 € par mois, les mêmes long-term leave allowance et special needs allowance que dans les doctoral networks, si le cas de figure se présente. Et concernant les forfaits qui sont des contributions pour les institutions, pour les bénéficiaires, donc on a 1 000 € par mois pour couvrir les frais de recherche, de formation, de mise en réseau et 650 € par mois pour couvrir les frais de management et les coûts indirects liés au projet. Troisième action, donc les MSc Staff Exchanges. Donc là, il s'agit d'une action multibénéficiaire pour soutenir les activités collaboratives de recherche et d'innovation via l'échange de personnel cette fois. L'objectif, donc, c'est de soutenir la mobilité internationale, intersectorielle et interdisciplinaire des personnels de recherche et innovation afin de permettre le transfert de connaissances entre ces organisations qui peuvent être basées dans n'importe quel pays du monde. L'idée, c'est de faire donc, des échanges de personnel via des secondments qui vont durer de 1 à 12 mois. Le groupe cible, c'est tout type de personnel, donc recruté depuis au moins 1 mois,
à tout stade de carrière. Et donc, ces personnels, ils doivent contribuer aux activités de recherche, mais ce ne sont pas forcément des chercheurs. On peut également faire partie en mobilité du personnel administratif et managérial, des techniciens ou des jeunes chercheurs. Qui candidate, donc c'est un consortium d'universités, d'organismes de recherche, d'entreprises et d'autres acteurs du secteur socio-économique. Il est recommandé d'avoir entre 6 et 10 partenaires. En termes de consortium, donc il faut au moins 3 entités légales indépendantes. Il faut que ces organisations elles soient basées dans 3 pays différents, dont au moins 2 États membres de l'Union européenne ou pays associés à Horizon Europe. Et il y a une petite contrainte en termes de secteur. Donc, si les consortia ils sont établis uniquement, enfin, ils sont composés d'entités légales établies uniquement dans des États membres de l'Union européenne ou des pays associés, il faut qu'au moins une de ces organisations appartienne à un secteur différent. Donc, il faut qu'il y ait une représentation des secteurs académiques et non académiques. Et si toutes les organisations relèvent du même secteur, il faut au moins une organisation d'un pays tiers non associé à Horizon Europe. Alors, quelles opportunités pour les entreprises? Donc, l'idée, c'est que vous puissiez participer à ces projets en tant que bénéficiaire dans l'échange de personnel. Donc, vous pouvez faire partir et accueillir des personnels en secondment. Vous pouvez prévoir des secondments intersectoriels dans le monde entier. Et c'est possible, donc et encouragé, de 1 à 12 mois. Et les secondments entre des entités légales basées au sein de l'Union européenne ou dans des pays associés à Horizon Europe, ils doivent obligatoirement être intersectoriels. Donc, on encourage là encore la participation des acteurs du secteur non académique. Les échanges dans le même secteur sont possibles dans la mesure donc, où ils sont interdisciplinaires et n'excèdent pas un tiers du nombre total de mois de secondment prévus dans le cadre du projet. Donc, ce sont des projets de 48 mois et on peut financer donc jusqu'à 360 mois de secondment dans le cadre de ces projets. Concernant les forfaits, donc là, donc il y a une top-up allowance qui n'est pas donc le salaire, hein, qui vient compléter le salaire qui est maintenu du personnel qui va partir en mobilité. Et donc, il n'y a pas de coefficient correcteur sur cette top-up allowance. Et on va retrouver également les forfaits institutionnels, donc pour couvrir les frais de recherche, de formation, de mise en réseau, 1 300 € par mois par personne partant en mobilité, et un forfait de 1 000 € pour couvrir les frais de management et de coûts indirects chaque mois. Alors, dernière action, les MSCI Co-Fund. Donc là aussi, il s'agit d'une action mono-bénéficiaire. Donc, un seul bénéficiaire va déposer le dossier, mais il peut prévoir dans son projet de collaborer avec d'autres partenaires. Et l'idée, c'est de venir cofinancer des programmes de mobilité et de formation nationaux, régionaux ou institutionnels qui sont nouveaux ou existants déjà, à destination des doctorants. Donc là, on parle de co-fund doctoral programme ou de post-doctorants. Donc là, ce sont les co-funds post-doctoral programme. L'idée, c'est que dans chaque programme co-fund, il y a au moins 3 chercheurs recrutés. Et en termes de financement, on peut aller jusqu'à 10 millions par bénéficiaire par appel à projet. Donc l'objectif, c'est de diffuser les bonnes pratiques des actions Marie Sklodowska-Curie par la promotion de processus de recrutement de qualité et de conditions de travail excellentes, mais également de favoriser les effets structurants de long terme. Le public cible, ce sont les doctorants ou les post-doctorants, en sachant que pour les post-doctorants, contrairement au post-doctoral fellowship, il n'y a pas de limite en termes d'expérience de recherche. La durée maximale des projets, elle est de 60 mois, donc en incluant la durée de recrutement des chercheurs, et qui candidate, donc une entité légale basée dans un État membre ou un pays associé à Horizon Europe. Quelles opportunités pour les entreprises? Vous pouvez très bien porter un projet co-fund, donc pour obtenir le cofinancement d'un programme de formation. Donc là, évidemment, l'idée, c'est qu'il faut trouver un cofinancement pour compléter la contribution de la Commission européenne pour financer donc un programme de formation doctorale ou postdoctorale. Vous pouvez bénéficier donc des fonds en étant bénéficiaire, donc en déposant le projet, ou implementing partner, où là, du coup, c'est le bénéficiaire qui va redistribuer les fonds
assez implementing partners qui vont recruter des doctorants ou des post-doctorants, mais vous pouvez également être impliqué uniquement comme partenaire associé et accueillir des doctorants ou des post-doctorants financés dans le cadre du projet CoFond en secondment pour maximum donc un tiers de la durée de leur contrat, en sachant que cette mobilité intersectorielle est fortement encouragée, comme dans le cadre des autres actions Marie Sklodowska-Curie. Bon, là, je vais pas détailler, vous avez les forfaits donc, qui sont proposés dans le cadre de ces projets CoFond. Donc, pour les doctoral programs, on a 2 800 € d'apport apportés par la Commission européenne et ces forfaits-là doivent couvrir, correspond au minimum de la rémunération qui doit être versée aux doctorants recrutés. Et pour les post-doctoral programmes, on a 3 980 €. Donc pareil, c'est le minimum de la rémunération à verser aux post-doc recrutés. Et ensuite, il faut qu'il y ait un cofinancement qui soit apporté pour couvrir les autres frais, les frais de recherche, de formation, de mobilité, etc. Bon, très rapidement, il y a une dernière action, donc MSc and Citizens, qui vise à financer des activités de vulgarisation scientifique. Donc là, l'idée, c'est de déposer un projet sur 2 ans qui va viser à promouvoir la recherche européenne, à sensibiliser le grand public aux activités de recherche et d'innovation, avec un focus sur les familles, les élèves, les étudiants. Là, dans Horizon Europe, l'idée, il y a un focus donc, qui est mis sur les missions, donc les 5 missions d'Horizon Europe, sur le changement climatique, le cancer, la salubrité des océans, les villes intelligentes, la salubrité des sols et l'alimentation. Et l'idée, c'est également de favoriser les échanges dans les écoles avec l'initiative Researchers at Schools, qui est financée également dans le cadre de ces actions. Donc, qui candidate une entité légale basée dans un État membre ou un pays associé à Horizon Europe, et ça peut très bien être une organisation du secteur non académique. La durée de ces projets, elle est 2 ans, avec un financement forfaitaire de 50 000 jusqu'à 150 000 €. Donc là, je vous ai mis les dates des appels à projets. Donc pour les Doctoral Network et les Postdoctoral Fellowship, les appels à proposition 2021 sont clôturés, mais ce sont des appels annuels. Donc vous avez les dates pour l'année prochaine avec une clôture en septembre 2022 pour les Postdoctoral Fellowship, donc les bourses individuelles, et en novembre 2022 pour les Doctoral Network, donc les réseaux de formation doctorale. Vous avez les appels à proposition 2021 pour les échanges de personnel et 2022, donc auxquels vous pouvez, sur lesquels vous pouvez émarger. Donc en mars 2022 pour 2021 et en mars 2023 pour l'appel 2022. Pour le CoFond, il est encore ouvert, donc il est encore temps pour l'appel à proposition 2021, qui est ouvert jusqu'au 10 février 2022. Et vous aurez de toute façon l'appel 2022 qui se clôture en février 2023. Et MSc and Citizens, donc il est clôturé pour 2021-2022. Donc il faudra attendre le prochain appel pour pouvoir émarger sur ce type d'action. Vous avez également là le lien vers le work programme pour les actions Marie Sklodowska-Curie pour les années 2021-2022, dans lequel vous retrouvez toutes les informations relatives aux appels et toutes les dates indiquées dans le petit tableau sur la slide. Vous avez la possibilité de devenir expert évaluateur auprès de la Commission européenne et c'est un super moyen de découvrir les projets européens, de voir comment c'est structuré, de voir quel type d'acteurs également participent à ce genre d'appel à projet. Et c'est une activité qui est rémunérée. L'idée, c'est d'aller s'inscrire, d'indiquer ses compétences et la Commission européenne vous recontacte. Et toute dernière slide, vraiment très rapidement. Donc, vous avez le portail français dédié à Horizon Europe avec le lien. Et si vous avez la moindre question concernant les actions Marie Sklodowska-Curie, vous pouvez contacter le point de contact à l'adresse qui est indiquée sur la slide. Voilà. Désolée d'avoir été un peu longue. Non, il Merci n'y a pas de pour souci. Un votre grand merci attention. pour cette
pour cette présentation très détaillée et bien avec un focus très intéressant justement sur la partie entreprise, ce qui nous fait le lien avec Julia Sepulveda qui du coup représente une entreprise qui connaît bien les actions et qui va pouvoir nous apporter un petit témoignage justement sur sa vision et son expérience sur le sujet. Donc Julia, je vous laisse la main. Vous avez la possibilité de prendre le contrôle sur la présentation, comme ça vous pouvez passer les slides. C'est parfait. Ok. Merci beaucoup et merci pour l'invitation, Chloé et Mylène. Je vais essayer de voir comment je peux. Ok, je pense que oui, j'ai trouvé comment. Oui, donc ma présentation va être un peu divisée, surtout pour vous donner le contexte de pourquoi nous sommes aussi impliqués dans ce type de programme, les Marie Curie. Donc je vais présenter l'entreprise LV6 et notre unité qui s'appelle l'unité d'innovation, l'Innovation Unit, et dans laquelle on participe à tous ces différents projets de recherche, collaboratifs ou non. Brièvement, notre vision et mission. La vision se résume dans cette petite formule. Nous pensons que des grands chercheurs ont besoin des excellents instruments pour arriver à des découvertes aussi excellentes. Alors, notre mission dans le domaine de la microfluidique, c'est de développer des nouveaux instruments dans l'état de l'art pour aider ces chercheurs à dépasser l'état de l'art dans leur domaine de recherche. Ça, c'est de façon très résumée pour pouvoir après focaliser plus sur la partie action de Marie Curie, l'ensemble de notre vision de l'entreprise. Cette entreprise a été fondée il y a 10 ans, en 2011, à partir d'un groupe de postdoctorants qui a décidé de créer ces nouveaux instruments de recherche pour la microfluidique. Et à partir de 2011, cette boîte a beaucoup évolué et jusqu'à ce qu'en 2020, aujourd'hui, nous sommes l'une des boîtes les plus connues dans le monde pour le contrôle de flux précis en microfluidique. Aujourd'hui, nous sommes divisés en 2 business units, une que nous appelons LVFlow, qui est le même nom de la marque de nos instruments, et l'Innovation Unit, dans laquelle je vais focaliser plus cette présentation. Pour LVFlow, c'est une business unit qui est plus proche d'une entreprise classique. Elle a son équipe de Research and Development qui développe de nouveaux instruments pour la gamme LVFlow. Ils sont aussi l'équipe de production et des services après-vente. Et bien sûr, son équipe de sales et marketing pour faire le marketing digital et pour la présence en ligne et dans les congrès et conférences pour faire des nouvelles ventes et des nouveaux contacts avec des chercheurs dans les milieux privés et académiques. Dans ce qui est de l'Innovation Unit, c'est une unité qu'on pourrait faire une analogie à un laboratoire privé. Ici, nous sommes environ un peu plus d'une quinzaine de chercheurs. On a tous un doctorat et nous partageons la vision de V6. Et donc, notre rôle ici, c'est de participer à des projets compétitifs pour attaquer des nouvelles applications de la microfluidique et mettre en place des projets un peu plus risqués et innovants, bien sûr. Normalement, nous travaillons à des TRL qui sont plutôt bas pour après passer la main et les prototypes à nos collègues de LVFlow pour lancer l'industrialisation des prototypes et le mettre dans la gamme LVFlow. Dans le cadre de cette unité, c'est là que nous participons à des projets, des gros projets H2020 ANR, mais aussi des actions de Marie Curie. Dans le cadre d'actions de Marie Curie, nous avons aujourd'hui 8 jeunes chercheurs dans ce qu'on avant dans les programmes H2020, on appelait les ITN, les Innovative Training Networks.
et aujourd'hui s'appelle Doctoral Networks. Parmi certains des projets que nous avons fortement financés, c'est des projets type FET Open, FET Proactive, NMBP, et aussi d'autres types de financements qui sont financés en France par l'ANR, mais qu'il s'agit de projets collaboratifs européens, comme c'est le cas de JPND, Joint Program for Neurodegenerative Diseases. Dans le cadre de ces projets, nous implémentons bien sûr la microfluidique et nous développons de nouveaux prototypes que nous mettons au service pour les collaborateurs académiques ou industriels et qui après pourraient aussi avoir un impact dans les marchés. Maintenant, en ce qui est de la participation dans des différentes actions Marie Curie, bon, d'abord, je répète que nous avons participé et nous participons aujourd'hui à plusieurs projets H20, Eurostar ou ANR, donc 14 en totalité depuis la création de l'Innovation Unit. 11 Marie Curie ITN, donc aujourd'hui nommé Doctoral Networks. 8 Marie Curie Individual Fellowships, aujourd'hui nommés Postdoctoral Fellowships. Et 8 Marie Curie Rice Project, ce qu'avant c'était appelé Research and Innovation Staff Exchange, aujourd'hui nommé Staff Exchange uniquement. Nous avons déjà fini certains de ces projets qui sont présentés ici. Vous pouvez regarder les projets actifs ou terminés dans notre site internet, comme on peut voir un petit extrait de notre page innovation, soit des projets qui sont toujours en cours, soit des projets qui sont déjà terminés. En termes de... Maintenant, je vais passer sur la partie plus témoignages d'abord pour les ITN. Les ITN nous sont offerts, et c'est pour ça qu'on continue à travailler là-dessus. Aujourd'hui, avec nos 8 ISR, nous trouvons que nous avions eu la possibilité avec ce type de bourse d'engager des profils de jeunes chercheurs d'excellence qui viennent de toutes parties du monde, du moment où les candidats sont excellents et sont compatibles avec la vision industrielle. Par exemple, la participation à un ITN très particulier nommé Phototrain en réaction photocatalytique. Ça nous a permis d'engager à la fin de cette ITN un chercheur qui est devenu aujourd'hui une partie importante de notre équipe. Il s'appelle Alex Macmillan. Aujourd'hui, il mène un projet stratégique pour la boîte. Et donc, ça nous renforce dans notre désir de continuer à engager des bons profils dans le cadre de ce type de projet. Ce type de financement aussi nous permet de mettre en place des projets exploratoires qui ont besoin des fois de la collaboration avec le secteur académique parce que nous avons un accès à des équipements qui sont principalement dans des laboratoires universitaires. Nous, à LV6, nous sommes une entreprise de petite taille. Nous sommes une cinquantaine d'employés aujourd'hui. Ce qui va, bien sûr, ça mène quelques limitations par rapport à la quantité d'équipements et les niveaux d'équipements que nous pouvons avoir. Alors, ces projets exploratoires peuvent s'appuyer dans, par exemple, l'utilisation des microscopes électroniques qui nous permettent de voir, par exemple, des liposomes qu'on vient de créer avec la microfluidique. Mais c'est important de dire aussi que ça nous permet aussi d'attaquer des projets qui sont un peu plus maturés, pas uniquement exploratoires. C'est le cadre de l'ITN nommé l'ASIONDEF. Pardon. Dans le cadre de ce projet, nous avons 2 ISR qui sont sous le management de Alex Macmillan et qui mènent un projet qui est hautement stratégique pour nous et donc beaucoup plus maturé.
Par rapport à ce point de collaboration académique, il est toujours important aussi de souligner l'importance de la communication avec les consortiums et les collaborateurs académiques. Il faut savoir aussi que la plupart de ces consortiums sont composés par des académiques, donc par des chercheurs dans les secteurs universitaires. Et donc, ils ne sont pas toujours au courant de ce qu'une industrie de petite taille ou une start-up peuvent avoir comme besoin au niveau de recherche et innovation. Donc, c'est fondamental d'avoir, depuis le début de la rédaction du projet, une communication très élevée et très transparente pour qu'ils vous comprennent depuis le début et qu'il n'y ait pas des attentes qui ne font pas partie de votre stratégie industrielle. Donc, je souligne la partie communication et collaboration avec des académiques ou des industriels qui comprennent votre vision et votre besoin. Ensuite, il faut aussi prévoir que le management et la gestion d'un doctorant, ça peut prendre un peu plus de temps qu'avoir un ingénieur qui n'a pas d'engagement vis-à-vis d'une université ou dans son ensemble de consortiums. Donc, il faut prévoir qu'il y aura un peu plus de temps à dédier dans le cadre de ce projet. Mais ce qui est toujours facilité quand on a une bonne communication et un contact avec des collaborateurs que vous connaissez bien. Et c'est la même chose avec les co-superviseurs. Une autre partie importante à prévoir, c'est par rapport au coût dans l'implémentation du projet. Chloé a mentionné et détaillé les financements qui viennent avec les Doctoral Networks. C'est similaire aux ITN. Il faut prévoir dans ce contexte que ça peut arriver que les coûts d'entreprise sont plus élevés que dans les contextes académiques. Les coûts d'environnement peuvent être un peu plus élevés, donc à prévoir si vos budgets et vos coûts sont compatibles avec la bourse. Dans cette même ligne, c'est pas toujours dit au tout début de la collaboration, mais ce type de projet, comme c'est des projets collaboratifs qui peuvent avoir entre 3 et 10 collaborateurs, ils ont besoin, bien sûr, d'une gestion des projets dédiée. Alors, il faut embaucher un project manager du côté du coordinateur. Et ce qui est une habitude, et c'est accepté par la Commission européenne et par les collaborateurs, les coordinateurs, ils centralisent un pourcentage de la partie du budget du management pour payer pour la gestion du projet. Donc, normalement, il y a un project manager qui est embauché à mi-temps pour gérer la totalité du projet. Donc, ce pourcentage peut aller entre 35% jusqu'à 60% du budget du management. Donc, il faut prévoir aussi que ce cadre est habituel dans les CTN, maintenant Doctoral Networks. Finalement, c'est juste assurez-vous et prenez votre temps pour embaucher les meilleurs profils parmi vos candidats. Et vous n'allez pas regretter d'avoir eu cet investissement de temps et cette possibilité d'exploration des projets. C'est ce que j'avais à vous dire par rapport aux Doctoral Networks, mais si vous avez des questions par rapport aux autres types d'actions de Marie Curie, n'hésitez pas à nous contacter via partnership@helvesis.com. Et merci encore pour votre invitation. J'espère que cette information vous est utile. Parfait, un grand merci Julia pour toutes ces précisions et conseils apportés aussi aux adhérents de France Water Team qui pourraient être intéressés pour franchir le cap des actions Marie Sklodowska-Curie. Bon, bah parfait, un grand merci en tout cas pour ces présentations et on va finir rapidement avec Oriane sur la dernière phase de ce webinaire pour vous donner
quelques clés de lecture sur l'accompagnement France Water Team. Merci beaucoup, Mylène. Je vais aller très rapidement en fait sur les axes et effectivement nos services, les services qu'on propose au sein de l'équipe Europe de France Water Team. Donc très rapidement, on est structuré en 3 axes. Et bien sûr, le premier, c'est l'accompagnement des adhérents de la fédération, des membres affiliés de la fédération, pour maximiser vos chances et vous donner toutes les clés pour gagner des projets européens. Donc ça passe par plusieurs actions que je vais détailler juste après. Le deuxième axe qui est de rentrer, nous, en tant que partenaires, dans des projets européens pour vous permettre finalement de bénéficier de retombées de ces projets. Et le troisième axe, c'est de vous représenter et porter votre voix au sein d'instances et d'organismes européens. Donc, je vais me concentrer sur le premier axe qui concerne l'accompagnement des adhérents. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a 3 niveaux en fait sur l'accompagnement. Tout d'abord, des actions qui visent le collectif au global, avec des actions d'information via des newsletters et des alertes concernant les appels à projets qui sont ouverts et disponibles pour vous. L'accompagnement intermédiaire cible en fait le Club Europe qui a été mis en place cette année et qui regroupe un nombre un peu plus restreint d'adhérents qui sont intéressés, attirés par les dispositifs de financement européens. Et au sein de ce club, on propose des actions et des services un peu plus, je dirais, adaptés aux besoins des membres, avec des informations stratégiques et décryptées des différentes opportunités, davantage d'espace pour échanger entre vous, et aussi des actions de montée en compétences. Et enfin, le dernier niveau, c'est l'accompagnement individuel, puisqu'on vous propose également des accompagnements de type coup de pouce lors de montage de vos projets européens, et puis également via le partenariat avec 2 cabinets de conseil, Euroquality et GAC. On peut aussi vous aider finalement à construire complètement vos projets et vos candidatures. Voilà, c'était la petite information manquante. Donc le Club Europe bien au milieu entre ces différents entre ces deux niveaux d'accompagnement. Pour le reste, comme je vous l'ai dit très rapidement, on est embarqués, nous aussi, en tant que partenaires dans différents projets européens avec toujours l'objectif d'avoir pour vous des retombées directes sous forme d'actions ou de financement de certains de sous-projets. Et enfin, la représentation, on est impliqué dans différents réseaux, comme je vous le disais, pour porter votre voix et exprimer vos besoins et les besoins des acteurs de la filière de l'eau. Donc, la bonne pratique, pour résumer, c'est si vous avez la moindre question, des doutes, ou si vous souhaitez simplement discuter de vos projets, nous sommes là à votre disposition pour en discuter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez en fait sur l'écran l'adresse génériqueeurope@france-waterteam.com. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à nous contacter directement. Nous prendrons le temps de discuter avec vous de vos projets. Et voilà, c'était express, mais en résumé, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Oriane. Et encore un grand merci à Chloé et Julia pour la préparation de ce webinaire et puis leur intervention très riche en contenu. J'espère que vous aurez trouvé de l'information qui vous intéresse et puis on reste bien sûr disponible pour vous renseigner, vous mettre en relation, notamment si vous êtes intéressé par le programme qui vous a été présenté aujourd'hui avec Chloé pour que l'équipe puisse vous accompagner aussi. Voilà. Un grand merci et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.